Sais-tu quel exercice active le plus le plancher pelvien? Ce n'est probablement pas celui auquel tu penses. Et si tu travailles avec des patients sportifs qui présentent des fuites urinaires ou des symptômes d'incontinence, cela t'intéresse bien plus que tu ne le crois, car le problème ne se limite pas à l'incontinence. Cela t'intéresse bien plus que tu ne le crois. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir de moyens objectifs de savoir ce qui se passe réellement dans cette musculature pendant que ton patient bouge, court, saute ou s'entraîne. Jusqu'à 70% des jeunes sportives peuvent présenter des symptômes de dysfonctionnement du plancher pelvien, même sans avoir accouché. Et pourtant, dans de nombreux cas, les programmes d'entraînement et de rééducation ne changent pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des professionnels ne disposent pas de données objectives pour savoir si l'exercice qu'ils utilisent active réellement le plancher pelvien ou non. L'évaluation subjective a des limites claires et sans information réelle, 3 choses se produisent. Nous concevons des programmes sans savoir si la musculature peut les tolérer. Nous dépendons uniquement des sensations de la patiente et lorsqu'il n'y a pas d'amélioration, nous ne savons pas exactement quoi ajuster. C'est là que l'électromyographie de surface avec sonde intracavitaire entre en jeu. Grâce à l'EMG, nous pouvons mesurer l'activation réelle du plancher pelvien pendant différents exercices et dans différentes positions. Pas ce qui devrait se produire selon la théorie, mais ce qui se passe réellement chez cette patiente précise et lors de cet exercice précis. Et cela change complètement la façon de prendre des décisions cliniques. Dans une étude réalisée à l'aide du système Endurance pour analyser l'activation des muscles intracavitaires du plancher pelvien, les résultats ont montré des différences très nettes entre les exercices intracavitaires du plancher pelvien. Et certains résultats contredisent totalement l'intuition clinique habituelle. Le squat a été de loin l'exercice qui a généré le plus d'activation. 151,4% par rapport à la contraction de référence mesurée en décubitus dorsal. Autrement dit, le plancher pelvien travaille bien plus lors d'un squat que dans des positions statiques ou allongées. Cela a une implication clinique énorme. Si ton objectif est de stimuler et de renforcer le plancher pelvien, le squat peut être l'un des outils les plus efficaces à disposition, à condition que la patiente soit prête à le tolérer. Ensuite, on retrouvait la planche frontale et la position à 4 pattes, avec des valeurs très similaires, autour de 122%. Les deux positions sollicitent la stabilité du tronc et du bassin et obligent le plancher pelvien à participer activement pour maintenir le contrôle postural. Ce sont des exercices très utiles lorsque tu ne peux pas encore introduire des charges plus lourdes ou lorsque tu recherches des progressions plus contrôlées. À l'opposé, on retrouve la position allongée sur le dos, la station debout statique et la planche latérale, avec des activations très faibles, à peine au-dessus de la valeur de référence. Cela ne veut pas dire que ce sont des exercices inutiles, mais simplement qu'ils génèrent un stimulus bien moindre si l'objectif est de développer la force ou la capacité fonctionnelle du plancher pelvien. Et c'est ici qu'apparaît la clé biomécanique la plus importante. Les positions qui défient la gravité et la stabilité pelvienne génèrent une activation musculaire plus importante. C'est pourquoi de nombreuses patientes sont capables de contracter correctement leur plancher pelvien allongé lors de l'examen clinique, mais échouent lorsqu'elles sont debout, en train de courir ou de sauter. La sollicitation change complètement. Et comment peux-tu utiliser cette information dans la pratique clinique? D'abord, en personnalisant beaucoup mieux les programmes en fonction du sport et des symptômes de chaque patient. Une coureuse de fond n'a pas les mêmes besoins qu'une patiente qui pratique le yoga ou le pilate. Deuxièmement, en utilisant l'EMG pour vérifier objectivement si le plancher pelvien est prêt à supporter les impacts avant la reprise du sport. Et troisièmement, en ajustant les progressions en toute sécurité. Tu peux commencer en quadrupédie ou en planche, puis progresser vers des exercices plus exigeants selon l'activation réelle que tu observes à chaque séance. Une question très fréquente est de savoir si le squat est sûr chez les patientes présentant une dysfonction du plancher pelvien. Et la réponse est « ça dépend ». Justement parce qu'elle génère beaucoup d'activation, elle peut être très efficace pour renforcer, mais aussi trop intense lors des premières phases, si la musculature n'a pas encore une capacité suffisante. Une autre question fréquente est pourquoi la position allongée génère si peu d'activation. La conclusion est très claire. La position dans laquelle tu installes ton patient détermine en grande partie le niveau d'activation que tu vas obtenir au niveau du plancher pelvien. Le squat arrive clairement en tête du classement, suivi de la planche frontale et de la position à 4 pattes, tandis que les positions allongées génèrent une activation bien moindre. Sans électromyographie, toutes ces informations restent au stade des suppositions. Avec l'EMG, tu peux mesurer exactement ce qui se passe chez chaque patient et ajuster tes programmes avec une réelle précision. Parce qu'il ne suffit pas de savoir quel exercice devrait fonctionner. Tu dois savoir s'il fonctionne réellement chez ton patient en particulier.